Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Goulet, je suis professeure à la Faculté des sciences de l'Université de Montréal et chercheure spécialisée en prévention des mesures de contrôle. Donc, quand on parle de mesures de contrôle, on parle habituellement soit d'isolement, de mise en isolement ou de contention. Je fais la recherche vraiment en partenariat avec les milieux cliniques, avec les personnes aussi qui sont malheureusement passées par là pour que ce que je fais réponde vraiment aux besoins des personnes. Puis quand je dis malheureusement, c'est que les conséquences négatives sont largement documentées dans la littérature. On parle de réactivation de traumatismes antérieurs, de nouveaux traumatismes, de sentiments de honte, de peur, mais aussi de diminution de la relation de confiance envers les intervenants et l'institution. Dans les dernières années, le taux de prévalence des mesures de contrôle était relativement stable. Donc ici, je me réfère avant la COVID. On parle environ de 15% des personnes qui sont hospitalisées en santé mentale qui vont subir une mesure de contrôle. Donc quand on sait que c'est une mesure d'exception, c'est quand même assez élevé. Par contre, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une infirmière ou un intervenant qui étudie en santé mentale pour mettre une personne en isolement sous contention. Mais pour ça, il faut outiller les intervenants. Donc, c'est vraiment le but de mes recherches de prévenir le recours aux mesures de contrôle. Donc, une des premières étapes pour changer un problème, pour le régler, c'est de mieux le comprendre. Avec une de mes étudiantes au doctorat, Clara Lessard-Deschênes, on a regardé 138 articles pour proposer le modèle de prévention de l'utilisation des mesures de contrôle en santé mentale. Donc, le premier constat, c'est que contrairement à la croyance de plusieurs soignants, quand on diminue les mesures de contrôle, il n'y a pas de diminution de la sécurité. Donc, dans les études qui ont diminué le recours aux mesures de contrôle, au contraire, il y a souvent eu une diminution des agressions aussi. Donc, c'est une des premières choses à déconstruire au niveau des intervenants. Donc, le deuxième constat, c'est qu'il s'agit d'une problématique complexe. Donc, qui dit complexe, dit multifactoriel. Donc, on ne peut pas adresser le problème simplement par une intervention, mais prendre le problème par différents fronts à la fois. Donc, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il y avait des interventions qui ciblaient davantage la personne, d'autres l'équipe de soins, d'autres la culture de soins, le milieu physique, l'organisation, les politiques gouvernementales, mais même l'évolution du discours sur l'acceptabilité des mesures de contrôle en santé mentale. Donc, je peux vous donner quelques exemples de recherches où on cible certains de ces niveaux-là. Par exemple, au niveau de la personne et de son environnement physique, bien, il y a certaines unités où on a commencé à mettre en place des salles d'apaisement où la personne peut rentrer, sortir à sa guise quand il y a une escalade agressive, par exemple. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est la formation aux intervenants. Donc, dans un premier temps, pour faire une meilleure évaluation du risque à court terme. Et s'il y a une évaluation du risque qui est élevée, bien, on s'attend à ce qu'il y ait des interventions préventives à la fois à la violence, mais aussi aux mesures de contrôle qui soient mises en place. Il y a aussi eu beaucoup de formation des intervenants, par exemple avec l'approche Omega, où le but était vraiment de passer par la désescalade, la pacification, plutôt que de recourir aux mesures de contrôle. Un autre exemple qu'on a mis en place, c'est l'implantation des plans de crise conjoints. Donc, un plan qui est rédigé par la personne en collaboration avec un intervenant et un proche si elle le désire, où on va identifier c'est quoi ces déclencheurs, ces manifestations, quoi mettre en place quand la tension est plus grande tant par la personne que par les autres. Puis pour les intervenants aussi, on va aborder ce que la personne ne désire pas recevoir comme soin, donc par exemple les mesures de contrôle, et il va y avoir une discussion ouverte sur des alternatives aux mesures de contrôle. Donc ça, ces plans de crise-là, dans la littérature, on voit qu'ils diminuent le recours à la coercition en santé mentale. Et un dernier projet duquel je peux vous parler, c'est le retour post-isolement. Donc, une fois où il y a eu une mesure de contrôle, par exemple, il y a souvent un malaise par la suite.
est-ce qu'on va reparler avec la personne de la mesure de contrôle dans un premier temps et on va vouloir aussi en parler en équipe pour essayer de s'améliorer pour que si la situation revienne, pour pouvoir agir autrement pour éviter une mesure de contrôle. Donc, je vous disais, on va en parler de plusieurs initiatives sur le plan de la recherche. Je sais que les associations sont très actives pour la réduction des mesures de contrôle, mais je voulais vous partager aujourd'hui que du côté de la recherche aussi, on veut diminuer le recours aux mesures de contrôle pour que ça soit vraiment dans des situations d'exception.